Dans un premier temps, j'aimerais qu'on voit ensemble, pour être sûr qu'on s'entende bien sur le sujet, qui n'a aucune idée de ce qu'est l'intelligence émotionnelle? Ok, une personne, deux personnes, trois personnes, ok. Qui a une idée de ce qu'est l'intelligence émotionnelle? Ouais. Et comme tout le monde ne lève pas la main, il y en a qui sont sans avis. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager sa définition de l'intelligence émotionnelle? Oui? Moi, je pense que c'est la capacité de comprendre l'autre dans sa façon d'agir et de réagir. De comprendre l'autre dans sa façon d'agir et de réagir. Je répète pour ceux qui n'ont pas forcément entendu. Donc la capacité de comprendre l'autre dans son action et dans ses réactions. D'accord. Ok. Autre chose un peu? Une autre idée encore? La capacité de maîtriser, quoi. Avant de comprendre l'autre, c'est... Le contrôle, la maîtrise. De quoi? Maîtriser ses émotions. Ok. Et une fois qu'on maîtrise son émotion ou ses émotions, qu'est-ce qu'on en fait? À quel but en fait? Qui a dit ça? Les accepter? Vous venez souvent, vous aussi. Les accueillir. Les accueillir. Ok. On accepte ou on accueille en premier? On accueille. Et ensuite on accepte peut-être? Pas sûr, je sais pas. On les utilise. Les émotions? Ok. Dans quel but? Une émotion est forcément négative? Non, mais par exemple, la colère, on pourrait l'utiliser pour se donner de la détermination ou quelque chose dans ses objectifs. D'accord. Ça peut devenir une forme de motivation? Ok. Ça tombe bien, on va parler de motivation ce soir. Vous êtes dans le thème, madame. D'accord. Donc on pourrait accueillir une émotion, l'accepter, l'utiliser pour en faire quelque chose comme de la motivation. Ok. Quand vous parlez de comprendre l'action et la réaction de l'autre, vous entendez quoi, vous, par ça? Il y a des comportements, parfois, on est tous différents, on est tous des individus, Oui. dans le sens être unique, et parfois on a besoin de décoder un peu pourquoi l'autre personne réagit comme ça, pourquoi ça nous est étranger. D'accord. C'est ça. D'accord, ok. D'accord. Du coup, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment de mieux comprendre l'autre, simplement. Oui, avant de se juger. Parce que, Avant de le juger. D'accord. souvent, je trouve qu'on dégaine plus vite un jugement au lieu de prendre le temps d'essayer de comprendre pourquoi, sans faire une grande analyse, Oui. pourquoi la personne a réagi comme ça, pourquoi elle a dit ça. Voilà. D'accord, ok. Ben, je pense qu'on a une définition à peu près très intéressante et en même temps, c'est ce qu'on retrouve dans l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment la capacité d'une personne à maîtriser ses émotions et à s'en servir aussi. L'intelligence émotionnelle, c'est souvent perçu comme une maturité émotionnelle. Ça peut aller avec les expériences de vie qu'on a vécues. Seulement si on en retire quelque chose de ces expériences, certaines personnes vivent des expériences de vie et puis malheureusement, elles refont un peu tout le temps les mêmes erreurs ou elles retombent un peu tout le temps dans les mêmes travers ou alors elles revivent malheureusement les mêmes problématiques. Et émotionnellement, il y a une manque de maturité. Ça ne veut pas dire être mature comme on peut l'entendre quand un enfant grandit et qu'il devient adulte, mais c'est plus la maturation d'un système et qui est spécifiquement lié aux émotions. Est-ce que vous connaissez, il y a un grand chercheur, un psychologue qui s'appelle Paul Ekman. Qui connaît Paul Ekman? Ok. Paul Ekman, c'est un grand psychologue qui a fait énormément pour le travail sur les émotions. Il a voyagé partout dans le monde et il a découvert qu'on avait 4 émotions universelles qui finalement dans le monde sont vécues, perçues par toute la population. Il y en a 4. Est-ce que vous les connaissez? Les 4 grandes émotions universelles. Le rire, c'est pas une émotion, mais c'est la joie, la tristesse, la colère et la peur. Oui. On va voir que dans la motivation, la colère peut être une force, mais si c'est mal utilisé, ou en tout cas si c'est mal géré, ou si c'est mal perçu, si c'est mal accueilli, on l'a entendu aussi, ça peut devenir un gros problème. Et ça peut générer du manque de motivation.
Le plaisir aussi, et la joie peut amener beaucoup de motivation. Quand on s'imagine quelque chose qu'on a vraiment envie de vivre, ça peut donner une force, une impulsion. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, moi je ne vais pas vous parler de la motivation comme on peut voir, je ne sais pas, on s'imagine dans une salle de sport et on est en train de faire du vélo et un mec dit « Allez, pédale, vas-y, vas-y, vas-y ». Je ne vais pas vous parler de cette motivation-là au sens « vas-y, encore plus ». Je vais essayer de vous parler de la structure de la motivation et de comment ça fonctionne à l'intérieur pour générer de la motivation. Parce qu'en fait, dans plein de domaines, on peut avoir besoin de motivation et dans plein de domaines, parfois, on est bloqué et on ne sait même pas pourquoi, on ne sait même pas comment ça se fait. La procrastination, par exemple. Qui connaît la procrastination? Ouais, il y a du monde qui connaît. Qui ne sait pas ce que c'est? Ça peut arriver. Ok. C'est le fait de toujours tout remettre au lendemain. Ça, je le ferai demain. Et il y a parfois des gens qui viennent me voir en me disant, vous savez, je procrastine, j'arrive pas à faire les choses, je remets toujours tout au lendemain. La première question que je leur pose, c'est est-ce que vous arrivez à mettre votre procrastination au lendemain? Pourrait-on procrastiner la procrastination? Non, aujourd'hui je procrastine pas, je le ferai demain. Souvent ça crée un petit décalage, vous savez, dans l'esprit, c'est comme quand on dit que... Vous savez, c'est comme quand c'est marqué pousser sur la porte et qu'on pousse, ça ne s'ouvre pas. Il y a un temps de... Le cerveau crée un bug. Les hypnotiseurs de spectacle utilisent beaucoup ce bug-là. Quand ils veulent hypnotiser quelqu'un, et vous savez, il y a ce côté où ils les font regarder comme ça, puis à un moment donné, ils tirent sur l'épaule, et l'épaule est arrachée, la personne tombe par terre. C'est pas très beau à voir, mais les hypnotiseurs de spectacle utilisent un peu ce bug où il y a le choc, en fait. La personne s'y attend pas à ce que le bras soit emporté. Et donc, dans le cerveau, ça crée un blanc. Et là, l'hypnotiseur utilise ce blanc pour mettre une suggestion. Dors. La personne qui est à ce moment-là victime de son cerveau et qui ne sait pas comment réagir, écoute et se raccroche à la première suggestion, au premier ordre, j'ai envie de dire, donné, le dors. Ou relâche-toi, ou souvent c'est dors quand même. Qui est déjà allé voir un spectacle d'hypnose spectacle? Qui est monté sur scène? Qui s'est déjà fait hypnotiser, tiens, pour voir un peu? Ok. Pas sur scène, hein, mais en thérapie, en accompagnement par exemple. Ok. Excellent. On va voir que dans la motivation, en tout cas moi, dans la plupart des accompagnements que je propose et comment je fais pour commencer à travailler avec quelqu'un, c'est qu'on part sur les deux principes du cerveau. Il y a deux principes fondamentaux que le cerveau utilise dans notre vie de tous les jours, c'est le plaisir et la douleur. J'ai un tableau, je vais marquer parce que sinon, vers la fin, il va être blanc. Donc le plaisir et la douleur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, il cherche à tout prix à éviter la douleur et il cherche à tout prix à aller vers le plaisir. C'est son but ultime. Tout ce qui le fait souffrir, il cherche à l'éviter. Tout ce qui lui fait plaisir, il cherche à y aller. Et vous pouvez penser à des moments où vous avez fait des trucs qui ne vous font pas plaisir et pourtant vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Vous pourrez se dire, mais c'est con ce truc. Parce que ça ne me fait pas du tout plaisir. Prenons l'exemple du fumeur, tout simplement. On pourrait se dire, fumer, c'est quoi pour le cerveau, c'est quoi son plaisir à empêcher quelqu'un d'arrêter de fumer? Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, il est un peu feignant. Donc quand il trouve un plaisir, comme la cigarette, par exemple, je suis stressé, j'allume une cigarette et que je ressens un plaisir, pour notre cerveau, c'est beaucoup plus agréable que d'imaginer la souffrance potentielle d'un futur. Donc lui, il se cale là-dessus. Ah, la clope, ça fait plaisir. Et donc notre cerveau va tout le temps chercher le plaisir à court terme. C'est ce qui fait que quand quelqu'un, par exemple, veut perdre du poids et veut maigrir et se dit « demain, je fais du sport ». Alors cette personne, elle est chez elle le soir, et puis elle se dit « bon, bah, demain, je fais du sport ». Alors elle prépare son sac, met ses affaires dans son sac. Demain, je me lève un peu plus tôt pour aller courir. Elle est motivée. Cette personne-là, elle en parle à son conjoint ou à sa conjointe. Elle met son réveil un peu plus tôt. Elle se dit, je vais me coucher plus tôt aussi pour être en forme. Elle se couche avec cette envie.
Le réveil sonne le matin, foutu réveil. On verra plus tard. Ça parle à des gens, tout ça? Parce que le plaisir de rester couché est beaucoup plus fort que l'idée de la souffrance d'aller courir. Et en fait, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce n'est pas vraiment la douleur qui fait que notre cerveau nous dirige. C'est la peur d'avoir de la douleur. C'est ce qui fait qu'on anticipe très souvent. S'il y a des personnes qui ont un peu une tendance anxieuse, elles connaissent ça, c'est le fait d'imaginer toujours le pire. De se faire des scénarios un peu catastrophes en permanence. Voire d'imaginer que ce qui s'est passé de pire dans le passé a de fortes chances de se repasser demain, ou tout à l'heure. Il y en a qui vivent ça de temps en temps? Ah, il n'y en a pas tant que ça. Du coup, quand on commence à comprendre ça, on se dit comment je peux, d'une certaine manière, manipuler mon cerveau pour que ce que je vis et que j'ai envie de changer, imaginons faire du sport, je veux me motiver à faire du sport, comment je peux faire pour que mon cerveau m'aide à aller vers ça et à penser au plaisir vraiment que ça va m'apporter plus qu'à la souffrance potentielle? Puisque le plaisir que lui ressent, c'est de rien faire, c'est de rester dans le canapé ou de rester couché et de mettre le réveil 1 heure plus tard. Pour ça, il y a plusieurs stratégies. Moi, quand je suis en séance et en cabinet de consultation, j'utilise une stratégie, c'est aider la personne à focaliser à la souffrance qu'il peut y avoir de ne pas faire ce sport, de ne pas bouger. En gros, c'est lui demander quel est le prix qu'elle va payer un jour à ne pas faire ce sport, à ne pas bouger, à ne pas vouloir perdre ce poids. Quelle est la potentielle souffrance qui peut se passer chez elle? Alors souvent, ça donne des trucs un peu pas forcément super agréables, mais ça crée des recadrages. Quand on demande à un fumeur quel est le risque qu'il peut payer dans quelques années s'il continue de fumer et qu'il commence à se focaliser là-dessus, souvent il voit ses enfants, des choses pas cool. Ça crée un bug à l'intérieur. L'idée, tout de suite, c'est de ramener du plaisir dans le fait de changer. Donc c'est plutôt que d'avoir de la souffrance à faire quelque chose de bien et du plaisir à ne rien faire, on inverse. Plutôt que de prendre du plaisir à fumer, tout de suite, parce que ça fait du bien. Quand on y pense, fumer, c'est quoi? Qui fume ici? Très peu de fumeurs. Ok. Fumer, c'est un peu respirer, en fait. Quand vous fumez, les gens... Moi, je travaille beaucoup avec la respiration avec les fumeurs. C'est intéressant comme système parce que la respiration, c'est un peu le côté... typiquement, la respiration, ça calme le système nerveux à l'intérieur. Comment on fait pour calmer son système nerveux? On passe beaucoup par la respiration. Il y a beaucoup de domaines où la respiration est utilisée pour se calmer, pour se détendre. Ça vous parle, ça? La cohérence cardiaque, par exemple, exactement. Ouais. Certaines formes de méditation, la sophrologie aussi, pourquoi pas. Du coup, moi je propose aux personnes de se poser quelques questions. La première question, et ça c'est un exercice que vous pourrez faire chez vous, vous pouvez le faire ici si vous voulez, mais ça demande quand même une forme d'introspection. Ça demande un temps pour aller se questionner vraiment, pas juste... ouais. N'oublions pas que notre but, c'est de retrouver de la motivation. D'accord ? Donc pour retrouver de la motivation, il y a sûrement quelque chose que vous aimeriez faire, mais que vous n'arrivez pas à faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un objectif motivationnel, quelque chose qui vraiment, il voudrait faire, mais qu'il n'y arrive pas? Ok, quelqu'un peut en parler rapidement, en 2 mots? Ouais. J'essaie de lancer mon site et en fait j'ai tout créé sauf que je suis bloquée sur la construction de... Enfin, c'est très compliqué, du coup comme c'est compliqué, c'est douloureux. D'accord. C'est un problème de compétences techniques ou plus émotionnel? Faut que j'apprenne des compétences du coup pour y arriver. D'accord. Ça me demande plus de temps que prévu. C'est quoi, c'est sur WordPress, tout ça? Oui, voilà. D'accord. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de construire le site? Ouais. Ou c'est de mettre le contenu? Le contenu, il est déjà prêt. En fait. Le contenu est prêt, d'accord. Donc c'est tout visuel. Ok, d'accord. Ok. Donc on a un objectif, c'est construire construire ton site en fait. D'accord, ok. La première question qu'on peut se poser, on a notre objectif.
Vous en avez chacun un. Peut-être ça peut être reprendre le sport, peut-être ça peut être arrêter de fumer, peut-être ça peut être prendre plus de temps pour soi, peut-être ça peut être se lever plus tôt le matin, peut-être, je ne sais pas, vous avez tous quelque chose que vous aimeriez faire, mais dans lequel aujourd'hui vous êtes un peu bloqué. Ça vous parle ça? Ok. La première question qu'on peut se poser, c'est déjà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? De déterminer quelle est cette chose. Si c'est juste, je voudrais me sentir bien, c'est pas quelque chose d'intéressant, c'est trop vague, c'est trop flou. Votre cerveau ne donnera pas de l'énergie pour arriver à ça, ça ne l'intéresse pas. C'est comme si vous disiez, je veux gagner plus d'argent. Bah ok, si vous gagnez 50 centimes de plus, c'est plus d'argent. Pourtant, ça ne va pas changer votre vie. L'important, c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce que je veux réussir à faire qui pour l'instant me bloque et que je n'arrive pas à faire. Par exemple, faire ton site, c'est ça? Ok. Donc pourquoi je n'ai pas agi? Ça, c'est la première question. Pourquoi je n'ai pas agi jusqu'à maintenant? Pas envie? La peur de la douleur de quoi? Vous parlez pour vous ou de manière générale? Ok. La peur de la douleur de quoi alors? D'anticiper, comme vous disiez. Oui. C'est-à-dire que le fait d'anticiper fait que finalement on ne peut pas se motiver. Anticiper en se disant ça va me faire souffler, donc du coup je le fais pas. De quoi on peut avoir peur? Du changement. De l'échec, du changement, de l'inconnu. Tout ce qu'on ne connaît pas fait un peu peur. Hein. Il y a des études qui ont montré que, en général, les personnes sont... Comment je pourrais dire ça? Vont plus s'attacher à ce qu'ils ont déjà qu'à ce qu'ils pourraient avoir. C'est-à-dire que quand on fait un test sur un jeu d'argent, par exemple, et qu'on leur dit « vous avez une chance sur 2 de perdre 100 € ou une chance sur 2 de gagner 100 €, il faut qu'il y ait 2,5 fois plus de motivation pour que les gens acceptent de risquer de perdre les 100 €. Alors qu'il y a une chance sur 2 finalement, il n'y a pas moins de chances, il y a le même nombre de chances. Mais pourtant, il faut que la motivation soit 2,5 fois plus grande pour les personnes, parce qu'on a plus peur de perdre quelque chose qu'on a que envie d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. En fait, dans la progression personnelle, on ne peut pas progresser si on ne rate pas. C'est impossible en fait. Parce que c'est impossible de tout faire de la première fois, du premier coup, de manière parfaite. Il n'y a personne qui sait faire ça. Il prend l'exemple justement de l'enfant qui commence à marcher, il persiste, il tombe, et c'est pas grave, il continue encore. Exactement. Jusqu'à maîtriser. C'est l'exemple classique de l'enfant, oui. Et je pose une question souvent, pour ceux qui la connaissent, gardez-la pour vous, mais à votre avis, quel est le nombre moyen d'échecs qu'il faut à une personne pour qu'elle abandonne en moyenne? Oui, vous avez un truc à faire, vous le faites, vous ratez. Combien de fois que vous ratiez pour dire « c'est bon, je lâche l'affaire avec ça » à votre avis? 3 fois? 3 fois? 10 fois? Non, c'est moins de 1. Moins de 1? Ouais. En moyenne, c'est 9 à 10 fois. Qui a dit quand même? C'est vous? Mais c'est ça, c'est cette réaction-là en fait qui est intéressante. Parce que 9 à 10 fois, c'est pas grand-chose. En réalité. Quand on parle d'Edison qui a tenté presque 1000 fois pour arriver à un résultat et découvrir quelque chose. Et lorsque je pose la question aux gens de savoir, à votre avis, c'est quoi à peu près le nombre d'essais avant d'abandonner? 9 fois. Oh, c'est pas mal 9 fois. Ouais, le mec il a quand même été... Mais non, en fait. C'est pas grand-chose, 9 fois. Combien de gens ont... Moi, je vois ça dans le monde professionnel avec des chefs d'entreprise qui ont lancé un projet, ça n'a pas marché, ils en ont lancé un deuxième, peut-être une boîte, une troisième. Surtout dans l'entrepreneuriat, qui est un monde où, pour réussir, il faut d'abord très souvent tenter des choses qui échouent. Tout dépend des conséquences. Si vous faites une chute de moto, peut-être que vous n'allez pas y retourner 9 fois. Oui, c'est possible. Allez, j'y vais. Est-ce que tomber de moto, c'est un échec? Au sens de l'échec? Non, il y a un aspect peur. Oui. De l'enfant qui va tomber et se relever à plusieurs reprises.
Prenons quelqu'un qui fait de la moto sur circuit. C'est son sport. Donc tous les jours, ou je sais pas, tous les 2 jours ou 3 jours, il monte sur sa moto pour faire son sport mécanique. À votre avis, est-ce qu'il n'est jamais tombé? Moi, je connais des gens qui ont fait pour le coup de la motocross. Ils sont un peu cassés de partout. Ils sont tombés des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et pour eux, alors certains ont arrêté, mais dans ceux qui avaient vraiment l'objectif de s'améliorer, ils ont continué, ils sont remontés dessus. Pareil pour le cheval, pareil pour le skate, pareil pour le vélo, pareil pour tous les sports un peu extrêmes comme ça. Alors après, c'est dans un cadre sportif, donc c'est plutôt bien entouré. Maintenant, si on tombe de moto, ou on chute de moto, ou on se fait faucher en moto et qu'on est dans la rue, bon, enfin qu'on est sur la route en tout cas. Mais après, est-ce qu'on peut considérer ça comme un échec ou comme un accident? C'est pas tellement ça le plus important. À la limite, l'intérêt, c'est de savoir qu'est-ce qui va faire qu'il y en a un qui va poursuivre et que l'autre va s'arrêter. Ouais, et à votre avis? Je sais pas, dis-moi. Moi, personnellement, je suis motard, je suis tombée. Et ça m'a fait réfléchir. Bon, c'était sans gravité pour moi. Oui. On m'a toujours dit qu'il faut tout de suite remonter. Sur la moto? Ouais. Je pense que la question de madame est hyper intéressante. C'est au-delà du drame absolu qu'un accident de moto peut amener. Parce que clairement, il y a des trucs... mais prenons un exemple plus global de l'échec en général. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, après un échec, décide de continuer ou décide de s'arrêter? La peur. Il n'y a pas de réponse unique à ça. Qu'est-ce qui fait que la personne, dans son esprit, dans son mental, dans son émotion, dans toute sa structure, elle continue ou elle s'arrête? C'est la personne elle-même. C'est aussi le degré de souffrance par rapport à le plaisir. Exact. Il y a souvent de ça. Si la souffrance est plus grande que le plaisir, il y aura sûrement un moment donné où la personne se dira bah, je préfère soit changer de modèle, je vais prendre une moto plus petite, ou je vais rouler moins, ou je donne des exemples comme ça, je ne suis pas motard, mais j'imagine que pour un motard, c'est extrêmement difficile de dire je lâche la moto. Mais oui, qu'est-ce qui fait qu'on décide d'arrêter ou de continuer quelque chose quand on échoue? Qu'est-ce qui fait que quand on a une boîte, une entreprise, et qu'elle se plante, qu'est-ce qui fait qu'on en rouvre une deuxième, ou qu'on décide non, c'est bon, j'arrête, je redeviens salarié, je trouve un job? Parce qu'on a appris et du coup on peut se battre à nos erreurs. J'ai pas compris le début de la phrase. On se dit qu'on a appris des choses et que peut-être qu'on ne fera pas les erreurs et que ça nous permettra de continuer de réussir après. D'accord. Donc du coup, c'est de cet échec, on en retire quelque chose. On a une autre perception en fait on peut utiliser justement, comme je disais, on utilise en fait l'échec comme une expérience et qui nous permet en fait d'avoir une autre vision et au final on change légèrement d'orientation en fait pour essayer justement d'atteindre cet objectif d'une autre manière. Oui. Il y a souvent ça dans l'anticipation et dans l'anxiété. Quand une personne vient me voir en cabinet pour travailler sur l'anxiété et qu'elle me dit par exemple je voudrais moins penser, je pense trop. Très souvent, ce n'est pas le fait de trop penser ou de moins penser qui est en jeu. C'est plutôt comment elle pense, sur quoi elle se focalise et qu'est-ce qu'elle retire émotionnellement de ces pensées-là. En fait. Et donc c'est très souvent ce qui va faire que la personne va faire un choix après, c'est ce qu'elle retire de sa pensée, de son accident, de son échec, qu'est-ce qu'elle en retire? Est-ce qu'elle en retire un apprentissage pour en faire une force, comme la colère par exemple? Typiquement, comment faire de la colère sa meilleure amie? J'adore ce truc-là, se dire, il y a des gens qui réussissent et qui font des choses extraordinaires grâce à la colère. Parce qu'ils n'en font plus un problème, ils en font un moteur.